Il est 13h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, au cours de la rencontre multilatérale entre le président Joe Biden, João Lourenço, Félix Tshisekedi et Hakainde Hichilema, organisée hier mercredi au port de Lobito, le chef de l'État Félix Tshisekedi a salué le bénéfice attendu de ce grand projet logistique intégrateur. Devant ce père, le président Félix Tshisekedi a insisté sur le fait que la paix et la sécurité restent primordiales pour la réussite de ce grand projet soutenu par les États-Unis et l'Union européenne. Regardez. Long de 1344 km, le corridor de Lobito est un projet majeur pour l'intégration régionale et la transformation économique en Afrique. Les enjeux de ce projet pharaonique, qui devra permettre de réduire considérablement les délais de transport de minerais critiques, essentiels pour la transition énergétique mondiale, sont au cœur d'une multilatérale ce mercredi 4 décembre 2024 à Lobito entre les dirigeants africains et le président américain. À l'aéroport Katumbela de la province angolaise de Benguela, c'était ce mercredi matin un chassé-croisé. La RDC, au cœur de ces initiatives pour son rôle stratégique, est représentée au plus haut niveau. Arrivé à 8h30, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Antonio Tete. Après les cérémoniales d'accueil, le chef de l'État congolais a rejoint au salon d'honneur les présidents angolais João Lourenço, le Zambien Hakainde Hichilema et le vice-président tanzanien Philippe Pango. À l'arrivée, quelques minutes après du président américain, première visite officielle en Afrique, tous les chefs d'État ont pris la direction du terminal du port de Lobito dans le centre-ville. Protocole millimétré, Joe Biden et ses homologues africains ont visité en quelques minutes ces ports situés sur la côte ouest de l'Afrique. Brève visite sanctionnée par une photo de famille. Et le point culminant, c'est à l'usine de transformation alimentaire du groupe Carino. Après une présentation de matériaux pour la construction de la tour, Joe Biden et Félix Tshisekedi se sont retirés pour un tête-à-tête de quelques minutes. Rien n'a filtré de cette rencontre en bilatéral. Autour d'une table ronde, peu après, les dirigeants africains et le président américain ont tour à tour parlé de l'importance de la concrétisation du corridor ferroviaire de Lobito. Le président congolais Félix Tshisekedi a pour sa part souligné que le corridor de Lobito permettra de valoriser localement le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale, tout en stimulant l'industrialisation et la compétitivité de la RDC. Par la même occasion, le chef de l'État a placé un mot sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi a insisté sur l'urgence d'une paix durable dans la région et a salué le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda. Cette rencontre historique de Benguela, la dernière pour le président américain sortant, entre dans les annales après la signature en octobre 2023 d'un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la Commission européenne, l'Angola et la Zambie pour la rénovation et la reconstruction de l'artère ferroviaire du corridor de Lobito. C'était là un commentaire de la cellule de communication de la présidence de la République. Parlons autre chose à présent. La délégation d'information du Parlement panafricain a poursuivi ses consultations le mercredi 4 décembre dans la salle des commissions de la Chambre basse du Parlement congolais. La délégation de l'opposition parlementaire conduite par le député national Christian Mwando était la première équipe à être reçue, écoutée par la mission d'information du Parlement panafricain, suivie de la délégation de la majorité parlementaire conduite par le député national Eliezer Ntambwe. Suivez. La mission d'information du Parlement panafricain en République démocratique du Congo vise 3 objectifs essentiels, à savoir la situation insoutenable avec la guerre d'agression dans la partie est de la RDC, la situation post-électorale et la vulgarisation de la charte du Parlement panafricain. S'agissant du premier point, l'opposition politique a confirmé à cette délégation l'agression de la RDC dans sa partie est par le Rwanda et ses supplétifs du M23. L'opposition politique a à cette occasion insisté sur la nécessité de la cohésion nationale. Signateur de la charte panafricaine, la RDC compte ratifier ce document dans les tout prochains jours. Nous avons effectivement confirmé à cette délégation la guerre d'agression que nous subissons à l'Est et nous avons insisté sur la nécessité de la cohésion nationale pour faire face à cette agression.
Ils nous ont également parlé de la charte qui reprend des points pour laquelle notre pays a déjà signé, mais dont il manque la ratification. Autre délégation a été reçue par cette mission d'information du Parlement panafricain, c'est celle de la majorité parlementaire, conduite par le député national Bindoulé. La séance s'est déroulée à huis clos. Au sortir de cette rencontre, le porte-parole de la délégation, le député national Eliezer Ntambwe, en a dévoilé les grandes lignes. La délégation panafricaine est venue sur demande du président de l'Assemblée nationale qui a estimé lors de son intervention à l'Assemblée panafricaine et qui a estimé nécessaire que les parlementaires viennent palper du doigt les réalités de l'agression dont nous sommes victimes. C'est la première question, la question la plus importante, c'est par rapport à l'agression dont la RDC est victime. La deuxième question, c'est par rapport à l'évolution politique. Voilà les deux questions qui nous ont été posées. Cette agression rwandaise inutile dont la RDC est victime, sans savoir le pourquoi, parce que la question des FDLR, c'est une fausse raison qu'ils avancent. Il y a les collègues tels que nous sommes là qui ont dit retracer l'historique de ces conflits dont nous sommes victimes actuellement, mais aussi la dimension de l'exploitation des minéraux qui est là, parce que le malheur que la RDC a aujourd'hui, c'est le fait que nous soyons riches en ressources naturelles qui crée la convoitise de tout le monde. On a parlé aussi de la question des ADF, NALU, qui sont aussi sur les territoires congolais, qui sont considérés comme des groupes terroristes, alors qui est d'ailleurs constitué des ressortissants de plusieurs pays. Là, les collègues qui sont venus de l'Est ont dit donner beaucoup plus d'explications là-dessus. Conformément au programme, cette délégation de la mission d'information du Parlement panafricain sera reçue par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, avant de s'envoler jeudi pour Goma, afin de palper du doigt la vraie réalité de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie orientale de la RDC, du fait que la guerre d'agression lui est imposée par le Rwanda. De son côté, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé à l'ouverture de la première édition du colloque sur l'accompagnement entrepreneurial et l'innovation verte en contexte africain hier mercredi 4 décembre au centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. Dans son allocution, la chef du gouvernement a rappelé l'engagement de son gouvernement à promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes tel que repris dans le programme d'action conçu dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Retour en images. L'entrepreneuriat et l'innovation demeurent le cheval de bataille de la première ministre Judith Suminwa qui vise à indiquer aux jeunes la meilleure voie pour intégrer le marché du travail. Judith Suminwa a procédé ce mercredi 4 décembre 2024 à l'ouverture de la première édition du colloque sur l'accompagnement entrepreneurial et l'innovation verte en contexte africain, une activité scientifique qui se déroule du 4 au 7 décembre 2024 organisée par IEF Entrepreneuriat en collaboration avec l'Université Paris 8, l'Université de Kinshasa, l'Université Congo, l'École supérieure de gestion des administrations et des entreprises et l'Université protestante de Kimpese. Dans son allocution, la première ministre a rappelé l'engagement de son gouvernement à promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes tel que repris dans le programme d'action de son gouvernement conçu sur la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, mon pays, la République démocratique du Congo, peut s'enorgueillir de son exceptionnel capital humain, jeune, dynamique et résilient. La population congolaise est prête à se lancer vers un nouveau pacte pour un avenir meilleur et prospère, notamment au travers de l'entrepreneuriat des jeunes, seul vecteur de croissance et de création d'emplois, tel que le prône le programme d'action du gouvernement, notamment dans son pilier 1, qui a pour objectif de diversifier l'économie et de créer des emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages, ainsi que le pilier 6, qui porte sur la gestion durable et responsable de notre écosystème face au changement climatique. La chef du gouvernement considère l'entrepreneuriat comme l'opportunité la plus prometteuse pour l'intégration massive des jeunes dans le secteur de l'emploi. Elle a encouragé des réflexions profondes sur cette problématique afin de favoriser des décisions courageuses pour l'essor de ces secteurs. Dans un contexte général de forte restriction des opportunités d'emploi salariés sur le continent, l'entrepreneuriat
se présente comme l'opportunité la plus prometteuse pour la jeunesse congolaise et africaine en général d'intégrer le marché du travail. Cet état de fait nous conduit tous, gouvernants, enseignants, chercheurs, à appréhender l'entrepreneuriat et la problématique de l'accompagnement et de l'innovation, à adopter des mesures incitatives efficaces tant sur le plan économique que sur celui de la durabilité et à déployer plus de moyens afin de capitaliser sur la jeunesse, véritable dividende démographique. Dans les contextes de pays africains, la promotion de l'entrepreneuriat est devenue essentielle pour le développement économique. Ces colloques visent à explorer et à débattre des différentes stratégies d'accompagnement entrepreneurial adaptées aux défis uniques du continent africain, tout en mettant un accent particulier sur l'innovation verte et le développement durable. Autre chose à présent, la province du Nord Kivu, située dans l'est de la RDC, est dotée d'une nouvelle équipe provinciale intégrée de transition en vue du désengagement de la mission onusienne en RDC. L'arrêté relatif pour la mise en place de cette nouvelle équipe a été signé en présence du représentant de la MONUSCO dans cette province. Co-présidé par le gouverneur du province et de chef de la MONUSCO du Nord Kivu, cette structure a pour mission d'accompagner et de faire le suivi de la transition jusqu'au retrait graduel de la mission onusienne à RDC. Selon Omar Abdoul, chef de la MONUSCO du Nord Kivu, son institution poursuivra sa mission de protection des civils durant la période de transition. Suivez son propos. Nous sommes venus ici pour signer avec notre partenaire clé, le général Chirimwami, qui est le gouverneur militaire de la province, notre principal partenaire pour signer l'EPIT. C'est le mécanisme pour la transition et le désengagement de la MONUSCO dans la province. Comme vous savez, il n'y a pas une date précise pour lancer le processus de désengagement et transition, mais c'est important de garder l'esprit de la transition, de commencer le travail de maintenant. Nous sommes toujours dans le cadre de soutenir les FRDC. Nous continuons à effectuer notre mandat clé qui est protection des civils dans la province, mais dans le pays, surtout maintenant, on est toujours dans la province de Nord Kivu et Ituri. Restant toujours dans la province du Nord Kivu, la ville de Goma est sur le point de réduire les embouteillages de gros véhicules venant de la porte d'entrée de la petite barrière. Cette décision a été prise par l'autorité provinciale qui s'efforce de moderniser la ville et de mettre en place plusieurs projets de développement malgré la résurgence de la rébellion du 1-23 dans la partie est de la RDC. Suivez ces commentaires. Les véhicules entrant dans la ville de Goma par les deux douanes ne devront plus stationner sur les artères menant vers les centres-villes et environs. Ainsi en a décidé le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, qui tient à mettre fin aux embouteillages sur les voies d'entrée dans la ville. C'est l'essence de la séance de travail présidée ce mardi 3 décembre 2024 par l'autorité provinciale à l'intention des responsables des différents services œuvrant aux frontières. Pour ce faire, un espace au niveau de l'ex-ONC est déjà disponible. Il servira désormais de prolongement de la grande barrière et de la petite barrière. En clair, c'est les lieux où les véhicules en attente de remplissage des formalités douanières devront être stationnés, explique Peter Chirimwami. Nous avions constaté qu'il y a trop d'embouteillages au niveau de nos entrées principales, comme la grande barrière, la petite barrière. Et on a dû chercher la solution. C'est pour cela qu'on a parlé avec M. Vanni, qui nous a accordé cet espace comme le prolongement pratiquement de la grande et de la petite barrière. Donc au lieu que les camions stationnent à la frontière pendant les formalités, les camions vont commencer à passer directement ici pendant que les déclarants sont en train de terminer les formalités. Et la deuxième chose, c'est un espace clôturé qui est sécurisé où on devra désormais mettre la marchandise avant que les formalités se terminent. Les responsables des services affectés à la douane promettent d'accompagner l'autorité provinciale dans cette démarche. C'est le cas de M. Kachondi Béché-Claude, chef de division provinciale adjoint de l'OCC Nord Kivu. C'est juste un aire de stationnement, c'est un prolongement
des activités de la Grande Barrière vers cet espace ici. Et nous avons trouvé que c'est un bel espace qui va nous permettre de bien travailler. À noter que l'entrée en vigueur de cette mesure sera communiquée incessamment. C'était là un commentaire de Urbain Moussavouli depuis la ville de Goma. Sport à présent pour terminer. Les Léopards dames handball n'ont pas réussi à poursuivre leur série de victoires face aux Pharaons d'Égypte hier mercredi 4 décembre en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations au Cannes 2024. Une défaite qui met un terme aux espoirs congolais, c'est lui de se qualifier pour le prochain mondial de la spécialité et de remporter le trophée de cette compétition. Regardez. La fête gâchée à Kinshasa en lice ce mercredi en quart de finale de la CAN féminine des handball, la République démocratique du Congo a chuté devant l'Égypte. Dans un gymnase du stade de Martyrs pourtant totalement acquis à leur cause, les Léopards dames s'y sont heurtés à un mur pour finir par s'incliner au bout du temps réglementaire 23-22. Dans ces mano à mano, les Congolaises ont été menées de plus de 3 buts avant de réussir à revenir au fil de minutes et même égaliser dans les derniers instants. Mais un dernier but égyptien sur la toute dernière possession va leur être fatal. But lourd de sens qui signe leur élimination de leur CAN. Elles devront à présent aller chercher la meilleure place possible dans le match de classement. De son côté, l'Égypte se hisse dans le dernier carré et affrontera l'Angola, tenante du titre. Autre demi-finale, la Tunisie, 4e du groupe B, a créé la surprise en éliminant le Congo-Brazzaville qui a terminé premier du groupe A. L'autre demi-finale va opposer le Sénégal à la Tunisie. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 19 h pour la grande édition du journal. Au revoir.